Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce tout nouveau débrief sur Can Inside. Aujourd'hui, on s'attaque à la sortie des Lions de la Teranga avec cette victoire tranquille du Sénégal, 2-0 face au Pérou. Et honnêtement les gars, je ne pourrai jamais vous le prouver avec des documents officiels, mais je suis intimement convaincu que ce score exact de 2-0 est un véritable pain béni pour les Sénégalais. C'est le score parfait pour eux. Pourquoi ? Pour une raison stratégique évidente, la guerre psychologique et le chambrage. Dès que le coup de sifflet final a retenti, devinez ce qui s'est passé. Mon téléphone a littéralement explosé. J'ai reçu une avalanche de messages de la part des supporters sénégalais, tous avec la même ligne directrice. Ils m'ont tous dit « Hé, regarde bien le score, 2-0, 2 buts d'écart, exactement comme nos 2 étoiles ». Franchement, leur direction artistique en matière de chambrage, j'ai fini par la décoder. J'ai compris que quand il s'agit de nous piquer, ils ne font absolument pas les choses à moitié. Mais soyons totalement honnêtes et transparents, la famille. Ne jouons pas les victimes. Du côté marocain, on n'est pas des enfants de cœur non plus. On sait rendre les coups. Souvenez-vous de la fameuse décision du TAS, le tribunal arbitral du sport. Combien de Marocains se sont rués sur les réseaux pour taquiner les Sénégalais en parlant d'étoiles filantes. On a été impitoyables. Et au fond, je me dis que si cette rivalité restait uniquement cantonnée à ça, au chambrage sportif bon enfant, ce serait une situation extrêmement positive pour le football africain. Le seul problème, c'est quand une minorité bascule dans le racisme d'un côté ou dans les insultes personnelles de l'autre. Mais tant qu'on reste sur la vanne du 2-0, c'est de bonne guerre. Cependant, au-delà du score, il y a un sujet extra-sportif qui enflamme la toile depuis quelques jours et je suis obligé de vous donner ma position là-dessus. La fameuse présentation du trophée au Stade de France. Je sais que ce tour d'honneur a fait couler énormément d'encre et créé un débat monumental. Alors je vais être d'une honnêteté brutale avec vous. Le fait que la délégation sénégalaise ait paradé avec ce trophée en plein Paris devant sa diaspora, je n'en ai absolument, mais alors absolument rien à faire. Ça ne m'atteint pas à la moindre milliseconde, ça glisse sur moi. Pourquoi je suis aussi détaché ? Parce que la véritable douleur, le véritable choc, je l'ai vécu en direct, de mes propres yeux. C'était le 18 janvier, lors de cette fameuse finale. J'étais au stade. J'ai vu ce trophée majestueux être posé sur la pelouse avant la rencontre. Pendant 90 minutes, je bouillais intérieurement en me disant « C'est bon, la coupe va rester à Rabat, elle restera au Maroc. » On y a cru de toutes nos forces. On était à un penalty, à un seul petit geste technique, à un but près de pouvoir conserver ce trophée à la maison. Et puis, le cauchemar s'est produit. Quelques minutes plus tard, à quelques mètres seulement de ma tribune, j'ai vu les Sénégalais exulter. J'ai vu Kalidou Koulibaly, qui était littéralement à quelques centimètres devant moi, soulever ce trophée et le présenter à ses supporters, qui fêtaient ça juste à côté. La blessure originelle, elle est là. C'est ce jour-là que j'ai eu mal. Alors qu'ils aillent le présenter au Stade de France aujourd'hui, ça met d'une indifférence totale. La situation est simple. Soit les Sénégalais étaient dans leur droit de le faire, et tant mieux pour leur fête. Soit ils n'en avaient pas le droit, et dans ce cas, le TAS finira bien par leur retirer ce trophée une bonne fois pour toutes. Que la coupe ait fait un détour par Paris, ça fera juste un détail en plus ou en moins dans l'histoire. Mais ça ne changera rien à la finalité. Maintenant que la page des polémiques est tournée, il est temps de redescendre sur le rectangle vert. Car si le Sénégal a assuré l'essentiel au tableau d'affichage, le contenu proposé par cette équipe remaniée m'a laissé un profond goût d'inachevé. Parce que oui, la famille, refermons définitivement la parenthèse du chambrage et des polémiques extrasportives pour nous concentrer sur la vérité du terrain. Le Sénégal l'emporte 2-0, le travail comptable est fait. Mais on ne va pas se mentir entre passionnés, j'ai eu la forte sensation que les Lions de la Teranga sont allés chercher cette victoire sans vraiment forcer, presque au petit trot. Alors bien évidemment, il faut tout de suite mettre un peu de contexte sur cette rencontre pour être juste. L'équipe alignée était très largement remaniée. Quand tu te présentes sur une pelouse sans la magie de ton maître à jouer Sadio Mané, sans ton rock absolu en défense centrale Kalidou Koulibaly et sans les gants de ton gardien titulaire Edouard Mendy, forcément le visage et les certitudes de ton équipe ne sont plus du tout les mêmes. Mais honnêtement les frères, je vais être franc avec vous. Même en prenant en compte cette équipe B, je m'attendais à voir beaucoup, mais alors beaucoup plus de choses de la part du Sénégal. On part d'un match amical face au Pérou. Avec tout le respect que j'ai pour cette nation sud-américaine, on affronte une équipe qui végète aux alentours de la 50e
6e place au classement FIFA. Pire encore, c'est une sélection qui traverse une crise sportive profonde, puisqu'elle a terminé avant-dernière des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone CONMEBOL. Face à un tel adversaire, tu es en droit d'exiger une domination sans partage et un contenu beaucoup plus éclatant de la part d'un cador africain. Attention, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais résultat. Gagner reste l'essence de ce sport. Et surtout, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les Péruviens m'ont vraiment surpris. Ils n'ont absolument pas fait un match ridicule, bien au contraire. J'ai vu une équipe sud-américaine extrêmement bien organisée, très solide sur ses bases tactiques, avec un pressing collectif qui, par séquence, a véritablement mis en difficulté et fait balbutier la défense sénégalaise. Ils ont joué crânement leur chance. Et c'est précisément face à cette belle organisation péruvienne que le bas a blessé pour les Lions. Là où je trouve qu'il y a un vrai dommage sur cette rencontre, c'est dans le secteur offensif. Ça manquait cruellement de connexion. L'animation offensive fluide et percutante à laquelle le Sénégal nous a parfois habitués était tout simplement absente. En même temps, l'explication saute aux yeux. Quand tu es privé de l'étincelle d'un Sadio Mané et de la créativité d'un garçon comme Iliman Ndiaye, c'est tout ton système de création qui est grippé. À leur place, on a vu évoluer des garçons comme Ibrahima Mbaye. Le problème, c'est qu'il manque dramatiquement de temps de jeu en ce moment, que ce soit au sein de cette sélection ou même de manière générale dans sa saison. Ça s'est ressenti direct, il manque de repères et d'automatisme avec ses partenaires de l'attaque. Et puis, il y a le cas Ismaïla Sarr. Les gars, je sais qu'il est intouchable pour beaucoup, mais personnellement, je n'ai jamais été le plus grand fan de son apport global dans la construction du jeu. Alors oui, il faut lui reconnaître une qualité immense, il répond présent, il sait être terriblement efficace et décisif dans les grands rendez-vous. Mais quand on parle d'animation offensive pure, de capacité à créer du danger par la passe ou le dribble chaloupé, ce n'est vraiment pas le joueur le plus virevoltant. C'est pour toutes ces raisons que je reste sur un vrai goût d'inachevé aujourd'hui. Un sentiment de trop peu. Quand on regarde les statistiques froidement, le Sénégal ne s'est même pas procuré un nombre incalculable d'occasions nettes. Ils ont tout simplement fait preuve d'un réalisme absolu, d'une froideur chirurgicale. Parce que oui les gars, cette froideur chirurgicale, c'est l'essence même de la victoire d'aujourd'hui. Ce réalisme froid, c'est le tampon des très grandes équipes qui savent gagner, même quand elles ne sont pas dans un jour fastueux. Le Sénégal s'est créé très peu d'occasions vraiment nettes, mais dès qu'une opportunité s'est présentée, bam, ils l'ont mise au fond. C'est d'ailleurs ce réalisme glaçant qui m'a poussé à vous faire cette vanne, teintée d'ironie et de second degré, au début de la vidéo. J'ai eu l'impression tenace que les Sénégalais faisaient délibérément tourner le chronomètre. Ils cherchaient presque exprès à maintenir, à cristalliser ce score de 2-0 pour alimenter leur fameux running gag sur les 2 étoiles. Après le second but, c'était le service minimum. On verrouille derrière, on gère la possession et on attend le coup de sifflet final. Mais attention la famille, ne nous laissons pas berner par l'apparente facilité de ce score vierge pour le Pérou. Car si la façade semble immaculée, il y a de véritables fissures dans les fondations de l'équipe Paptia. Ce match amical a mis en lumière à quel point les Sénégalais peuvent se mettre bêtement en difficulté tout seuls. Face à un bloc péruvien qui n'avait pourtant rien d'un rouleau compresseur, on a assisté à des séquences où le milieu de terrain de la Teranga a été complètement transpercé, pris de vitesse ou mis sous l'éteignoir. Et le tournant tactique de ce flottement, c'est un moment très précis de la rencontre, la sortie de Pape Gueye. Je vous le dis direct les frères, cette sortie a fait un mal fou à l'équilibre global de l'équipe, que ce soit sur le repli défensif ou dans la construction offensive. Tant que Pape Gueye était sur la pelouse, c'était une autre histoire. Le Sénégal a régné en maître sur l'entrejeu, particulièrement en première mi-temps. Le trio qu'il formait avec l'immense Idrissa Gana Gueye et le jeune prodige Lamine Camara était impérial, c'était costaud, rugueux, complémentaire. Mais dès l'instant où Pape Gueye a cédé sa place, le château de cartes a vacillé. On a instantanément senti que l'étau se desserrait et que la maîtrise échappait aux Sénégalais. C'est là que l'on comprend toute la valeur de ce garçon. Pape Gueye, c'est le facilitateur absolu. J'ai adoré son match. Il est capable de tout faire sur un terrain. Il a cette vista incroyable, cette intelligence de jeu qui lui permet de dézonner et de venir chercher ce travail ingrat des déviations. Et pourtant, croyez-moi, le plan anti-Pape Gueye du Pérou était évident. Ils avaient parfaitement
parfaitement identifié le danger, il savait que c'était le métronome et qu'il ne fallait surtout pas le laisser respirer. Ils l'ont pressé, ils l'ont harcelé, ils ont extrêmement bien géré ce combat physique. Mais malgré cette pression, la classe du joueur a parlé. Il a trouvé la parade, joué en une touche de balle, dévié le cuir instantanément pour exploiter les espaces laissés dans le dos de la défense sud-américaine. C'est grâce à cette vista que le Sénégal s'est créé ces rares situations chaudes. Cette perte d'équilibre après sa sortie s'est d'ailleurs illustrée de manière effrayante en toute fin de match. On a tous frissonné sur cette perte de balle monumentale de Mamadou Sarr. Alors je tiens à être juste, Mamadou Sarr a globalement rendu une très belle copie aujourd'hui, solide dans les duels. Mais sur cette ressortie de balle précise, il se rate totalement. Il prend un risque énorme, inconsidéré dans une zone dangereuse. Cependant, ne lui jetons pas la pierre trop vite. Sur cette action, il y a un cruel manque de présence autour de lui. Ses milieux de terrain, que ce soit Lamine Camara ou Habib Diarra qui venaient d'entrer en jeu, ont complètement déserté la zone. Il n'avait aucune solution de décrochage pour l'aider. Mamadou Sarr était livré à lui-même. Mais s'il y a bien un milieu de terrain qui ne déserte jamais, un homme qui défie les lois du temps et de la physique, c'est le général Idrissa Gana Gueye. Les gars, je suis admiratif, je me lève de mon siège. Ce que nous propose Gana Gueye à bientôt 36 ans, c'est tout bonnement hallucinant. Il faut respecter ce niveau de longévité. J'ai une action très précise en tête, un pur régal. Il est cerné, acculé par 3 Péruviens qui viennent lui mordre les chevilles. Et là, avec un flegme déconcertant, une sérénité totale, il élimine la pression. Il contourne le pressing des 3 joueurs et se projette vers l'avant avec une aisance technique insolente. Franchement, la famille, devant un tel volume de jeu en 2026, il n'y a pas d'autre réaction que l'admiration. Chapeau bas l'artiste. Cependant, si le milieu a eu ses héros et ses fantômes, il y a un secteur de la relance qui m'a donné des sueurs froides, avec une erreur incroyable et un sauvetage miraculeux. Parce que oui, les frères, si l'on a pu s'enflammer sur l'éternelle jeunesse d'un Idrissa Gana Gueye, on ne peut décemment pas passer sous silence le gigantesque frisson qui a parcouru l'échine de tout le peuple sénégalais. Le clean sheet est là, 0 but encaissé, c'est très bien pour les statistiques. Mais la réalité du terrain, c'est qu'il y a eu un secteur de la relance qui nous a donné des sueurs froides, avec une erreur incroyable et un sauvetage qui tient tout simplement du miracle. Et au cœur de cette frayeur majuscule, on retrouve le gardien de but Mori Diaw. Je veux d'abord poser un constat honnête sur sa prestation globale. J'ai trouvé sa qualité de relance au pied vraiment très intéressante sur l'ensemble de la rencontre. Face à ce bloc péruvien dense qui fermait bien les lignes de passe, il a su faire preuve d'une belle sérénité balle au pied. Et n'oublions surtout pas ce détail crucial. C'est précisément sa relance propre qui est à l'origine, à la racine même de la construction du deuxième but sénégalais. C'est du très bon travail. Mais voilà, à un moment donné, son cerveau a disjoncté. Une exception monumentale, une seule erreur de relance, mais une bourde d'une naïveté folle qui a figé le sang de tout le monde devant l'écran. Une sortie de balle totalement ratée, un risque délirant pris au pire moment qui a littéralement offert une occasion en or massif à l'attaquant péruvien. Les gars, je pèse mes mots. Sans l'intervention divine de l'un de ses coéquipiers, la carrière internationale de Mori Diaw aurait pu s'arrêter net sur cette seule action. Et ce sauveur inespéré, ce héros de l'ombre, c'est Moussa Niakhaté. Les gars, asseyez-vous 2 secondes et parlons de ce geste défensif. Franchement, même si on a parfois tendance à le chambrer, à le piquer sur les réseaux sociaux, il faut savoir faire preuve d'honnêteté intellectuelle et crier au génie quand on en voit un. Et là, c'est du génie pur. Le retour défensif de Niakhaté sur cette action, ce n'est pas seulement un sprint exceptionnel, c'est une masterclass absolue d'intelligence tactique et de lucidité. Regardez l'action au ralenti, ça vaut toutes les leçons de tactique défensive du monde. Le but sénégalais est totalement vide. La cage est grande ouverte. L'attaquant péruvien s'enfonce vers le but. Il a le champ libre. Et là, Niakhaté revient dans son dos à une vitesse fulgurante. Dans 99% des cas, un défenseur lambda cède à la panique. Il va essayer d'intervenir directement, de tacler par derrière, de se ruer sur le ballon avec l'énergie du désespoir. Et le résultat est presque toujours dramatique. Soit tu rates ton tacle et tu laisses l'attaquant marquer dans le but vide, soit tu commets la faute et c'est la double sanction immédiate. Penalty et carton rouge assuré.
Mais Moussa Niakhaté n'a pas paniqué. Son cerveau a fonctionné à 200 à l'heure. Au lieu de se précipiter directement sur le ballon, il a fait exactement l'inverse. Il a freiné sa course. Il s'est posté juste derrière l'attaquant péruvien, se mettant dos à son propre but face aux joueurs adverses. Son unique objectif n'était pas de récupérer la balle, mais de l'empêcher physiquement de se retourner vers le but vide. C'est de la temporisation de génie. Il savait que tant que l'attaquant ne lui faisait pas face, il n'était pas dangereux. Je le répète souvent, c'est une leçon que beaucoup de jeunes défenseurs en formation et même des pointures mondiales comme Ronald Araújo du FC Barcelone devraient retenir. Araújo commet sans cesse cette erreur de précipitation. Il essaie d'anticiper la récupération du ballon de manière trop agressive. Il se jette et il laisse systématiquement l'attaquant se retourner. Niakhaté, lui, a géré ce duel avec un sang-froid et une intelligence tactique redoutables. Cependant, si l'axe a été sauvé par miracle, il y a un côté de la défense qui a pris l'eau et qui m'a particulièrement déçu, le couloir de Crépin Diatta. Je vais être très direct, la famille, mais Crépin Diatta a été le point faible de la défense sénégalaise aujourd'hui. Sur l'aspect purement défensif, il a été très inquiétant. À plusieurs reprises, il s'est fait avoir comme un bleu dans son propre dos, mis en difficulté par les appels péruviens. On sentait qu'il y avait un vrai problème d'alignement et de placement. Et même s'il faut lui accorder quelques bons débordements et des centres intéressants sur le plan offensif, la naïveté dont il a fait preuve sur certaines pertes de balles est impardonnable. Regardez cette demi-occasion péruvienne flagrante. Diatta a le ballon, il n'est pas sous une pression monstrueuse et au lieu de sécuriser sa relance le long de la ligne, il tente une passe axiale molle, plein centre. Le milieu péruvien, parfaitement en embuscade, anticipe la trajectoire, intercepte et se retrouve immédiatement en position de tir. Tu n'as pas le droit à ce niveau de faire preuve d'une telle naïveté tactique. Une passe axiale non assurée dans cette zone, c'est la mort immédiate de ton équipe. Si tu n'es pas sûr à 100%, tu allonges ou tu joues sur le côté. Crépin Diatta a mis son équipe en péril. Mais si le Sénégal a su sécuriser ce match, c'est aussi parce qu'un jeune talent est venu dynamiter la fin de rencontre. Parce que oui, la famille, on a beaucoup parlé des errements défensifs et des sueurs froides, mais on ne peut pas conclure l'analyse de cette victoire sans se pencher sur le coup de grâce offensif. On l'a souligné au début, l'animation globale sans la magie de Sadio Mané manquait cruellement de fluidité et de créativité face au bloc péruvien. C'était poussif, presque stéréotypé par moments. Et au cœur de cette attaque remodelée, on a retrouvé le profil toujours aussi clivant d'Ismaïla Sarr. Je vous l'ai dit, ce n'est pas le joueur qui va vous émerveiller par sa vision du jeu ou sa capacité à distiller des caviars dans les petits espaces. C'est un pur joueur de percussion, de verticalité. Et dans ce match fermé, il a souvent eu du mal à exister dans la construction pure. Mais c'est là tout le paradoxe d'Ismaïla Sarr et c'est exactement pour ça que Pape Thiaw le maintient. C'est un finisseur clinique. Son match était globalement moyen dans le jeu, mais quand il a fallu planter la banderille, quand l'opportunité s'est présentée, il a répondu présent. Il a marqué. C'est ce qu'on demande à un attaquant de sa trempe, peser sur le tableau d'affichage, même quand l'équipe bafouille son football. Cependant, si je dois retenir une image forte, une fulgurance offensive dans cette fin de match, ce n'est pas l'action des cadres, mais bien l'entrée en jeu stratosphérique du jeune Mbaye. Les gars, je vous demande de vous lever et d'applaudir cette prestation. Ce que ce gamin a réalisé lors de son apparition sur la pelouse, c'est tout simplement phénoménal. Le culot, l'impact immédiat, la fraîcheur qu'il a insufflé à l'équipe, c'est magnifique. Et l'action qu'il initie, celle qui amène le but libérateur, le fameux 2-0 du chambrage, c'est un pur chef-d'œuvre. Analysez bien sa prise de balle. Elle est d'une douceur absolue. Elle est orientée de manière chirurgicale, ce qui lui permet d'éliminer son premier vis-à-vis sans même forcer. Derrière, l'accélération qu'il place est foudroyante. Il laisse le défenseur péruvien totalement sur place. Sa capacité à fixer, à déborder et à éliminer en 1 contre 1, c'est exactement le profil explosif, ce profil de dynamiteur dont le Sénégal a vitalement besoin quand le jeu est verrouillé. Il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est clinique, c'est une masterclass. C'est un message retentissant envoyé à Pape Thiaw pour l'avenir. Voilà pour l'analyse du terrain. Mais avant de se quitter, je dois absolument vous faire part de mon immense frustration concernant le calendrier des Lions. C'est un regret douloureux pour tout passionné de football africain. Il est vraiment dommage, pour ne pas dire incompréhensible, que pour cette trêve internationale de très haute importance, le Sénégal doive se satisfaire en tout et pour tout d'un seul autre match amical, et qui plus est face à la Gambie. Attention, je n'ai rien contre la Gambie, c'est un beau derby. Mais soyons sérieux, quand tu as le statut
du Sénégal, quand tu as cet effectif XXL, tu as besoin de te frotter à de l'adversité de très très haut niveau pour te jauger en vue de la Coupe du Monde. Surtout quand on sait ce qui s'est passé en coulisses. Les frères, c'est un secret de polichinelle, on a frôlé un match de gala absolu. On aurait pu assister durant cette même trêve à un choc titanesque. Sénégal contre Argentine. Vous imaginez l'affiche? L'Albi Céleste, championne du monde, avec sa maîtrise tactique face à la puissance athlétique des Lions de la Teranga. C'était exactement le genre de crash test dont l'Afrique a besoin. L'Argentine elle-même était demandeuse de ce match. Malheureusement, pour des raisons logistiques ou de calendrier, ça ne s'est pas fait. Et croyez-moi, c'est une perte énorme pour le football mondial. Il faudra faire avec et on suivra avec attention le prochain match face à la Gambie. D'ailleurs, la soirée n'est pas finie. On a un alléchant Tunisie-Haïti ce soir et le débrief sortira dans la foulée sur la chaîne. C'est la fin de ce débrief, la famille. C'est à vous de jouer dans les commentaires. La présentation du trophée au Stade de France, coup de communication réussi ou polémique inutile? Crépin Diatta a-t-il selon vous encore le niveau défensif pour être titulaire? Êtes-vous rassuré par la gestion de cette équipe B sans Sadio Mané? Faites exploser la barre des likes, abonnez-vous en masse et activez la cloche. Prenez soin de vous les passionnés et vive le football africain, c'était Can Inside.